Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous en arrivons à la chronique numéro 100. Et dans cette chronique, je vais traiter un petit peu du phénomène de la dénazification des deux côtés de l'Allemagne, pour effectuer effectivement, s'il en est, un comparatif. Et donc quand je parle de dénazification, il faut savoir que la dénazification a été la conséquence à un moment donné où le régime national-socialiste du funeste Adolf Hitler a sombré dans les décombres de Berlin et dont effectivement au milieu de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés seront bientôt victorieux, commence, je dirais, planification politique d'après-guerre et ils ont basé leur structure sur l'hypothèse que la nazification avait, et à forte raison, avait infecté un large, je dirais, spectre, pan de la société allemande, euh, couplé, je dirais même, avec la conviction, la condition et la conviction fondamentale que les idéaux nationaux socialistes non seulement purent se remettre en place, et furent effectivement dangereux pour la suite de l'Allemagne. Et cela, bien entendu, s'est accompagné d'une multitude de mesures également sur la recherche des anciens criminels de guerre et responsables de cette période-là. Et selon, selon les Alliés, le processus de nettoyage et de rééducation rendrait finalement l'Allemagne, je dirais, une position acceptable pour sa réintroduction de parti, bien entendu, parti côté socialiste et puis le côté capitaliste, acceptable pour le monde tel qu'il fut dessiné à l'époque. Alors, rentrons dans le vif du sujet, parce que je ne vais pas faire une thèse sur la dénazification, mais comment ce travail de mémoire, tant à l'Est qu'à l'Ouest, s'est effectué. Alors, sur le territoire de la nouvelle RFA, la République fédérale allemande, s'est formé entre-temps un large réseau de lieux commémoratifs, des plaques commémoratives, mémoriaux, musées, expositions et centres de documentation destinés à sensibiliser aux crimes du national-socialisme et à leurs victimes, et surtout à entretenir ce souvenir. Le passé nazi est aujourd'hui plus présent que jamais, point de repère central de l'identité nationale, n'ayons pas peur de le dire, car en cas d'espèce, l'Allemagne ne peut pas réintroduire dans l'histoire cette parenthèse nazie comme faisant partie effectivement de son histoire. Tout comme, par exemple, Poutine a su unir au niveau historique l'Union soviétique et la Russie nouvelle. L'Allemagne nazie était trop teintée de crimes odieux et puis surtout d'éléments inacceptables pour la civilisation, entre guillemets, la civilisation humaine. Alors, cela fait, je dirais, trop facilement oublier que dans les deux États, le travail de mémoire s'est avéré problématique. Et de façon, je dirais même différente, et pendant des décennies. Aussi bien la RDA, la République démocratique allemande, a dénazifié avec sa conception, tout comme la RFA a dénazifié avec sa propre conception. Alors en RFA, jusque dans les années 60, l'attitude face au travail de mémoire était le plus souvent dominée par une tendance, je dirais, à l'inacceptation, voire même au refus, ou à l'omission, confrontée bien entendu à la question de la faute et de la responsabilité par la dénazification,
à la révélation des crimes lors des procès nazis, les gens ne pouvaient procéder à un travail de mémoire constructif sur leur propre passé dans le contexte de l'occupation et de la misère d'après-guerre. Bien plus qu'une grande partie de la population se percevait comme, je dirais, victime, ignorant la loyauté de masse et la co-responsabilité, les gens se considéraient comme entraînés, trompés par une élite nazie qui jugeait seule coupable des crimes et de la guerre, et comme victime, je dirais, de la guerre et d'une occupation injuste. Et cela a été souvent le moyen de dédouaner cette co-responsabilité. Et souvent, cela allait même de pair avec la compensation de la culpabilité, ce qu'on pourrait définir comme étant les actes de violence allemands qui étaient mis face au bombardement aérien des Alliés et à l'expatriation forcée des Allemands de l'Est du pays. Les crimes nazis furent ainsi déplacés dans le contexte de violence générale de guerre, ou pour s'en distancer, occultés par des expressions, je dirais, abstraites et métaphoriques. Alors qu'une rupture avec le national-socialisme avait eu lieu au niveau institutionnel lors de la création de la RFA et de l'instauration de la constitution nouvelle allemande, soyons honnêtes, certain mutisme s'installa dans la société ouest-allemande et celle-ci, je dirais, aspirait à la normalité et l'harmonie après les privatisations et privations, je dirais, des troubles liés à l'effondrement. Alors persuadée d'avoir déjà suffisamment payé, l'Allemagne souhaitait tirer un trait sur le passé. Cela impliquait non seulement la baisse du nombre de poursuites pénales, mais aussi du travail sur les crimes nazis. L'attitude dominante était, je dirais, ne pas vraiment vouloir savoir. Et effectivement, cela allait à l'encontre des réparations. Alors, quelles que soient les formes de réparation que cela puisse incomber à cette Allemagne nouvelle, aussi bien dans le cadre financier comme de la coopération, ou même d'une façon individuelle, cela rappelait à chaque fois à l'esprit à l'Allemagne qu'elle avait été coupable. Et c'est dans cet état d'esprit que le travail de mémoire et de réhabilitation fit ses débuts à l'initiative des victimes persécutées par les nazis, plus rarement des alliés. Sur les lieux historiques des crimes apparurent les premières croix, des plaques commémoratives, où tombent en souvenir des personnes assassinées. Nombre de ces initiatives, soyons sincères et reconnaissons-le à l'aune et la lumière des travaux, échouèrent cependant face à la résistance de la population locale. Alors pour ces raisons de pragmatisme, d'indifférence, mais aussi par volonté d'oublier les vestiges des lieux qui furent fréquemment supprimés ou réutilisés à d'autres fins, ainsi, dans le courant des années 50, les lieux historiques des crimes et des actes perpétrés furent progressivement voués à l'oubli. Alors, là, j'ai dépeint un tableau un peu global sur ce qu'il se passait, comment la dénazification s'est heurtée à différents freins dans la République fédérale allemande. Nous en arrivons maintenant à la RDA, la République démocratique allemande, donc l'autre Allemagne, l'Allemagne socialiste. Donc en RDA, par contre, un certain engagement pour le travail de mémoire venant de l'État fit son apparition dès la fin des années 40. Et cela est à mettre au crédit de cette Allemagne socialiste. Donnant suite aux initiatives d'anciens prisonniers, les premiers mémoriaux de gigantesques monuments furent construits sur les lieux historiques des crimes. Mais les mémoriaux les plus importants de la RDA ne purent être réalisés que dans les années 50, après la fermeture par l'autorité, entre guillemets, présente, de l'occupation soviétique, de ces derniers, je dirais, camps spéciaux, qu'on a aussi également traduit par
les anciens camps de concentration comme Sachsenhausen et Buchenwald, utilisés comme camps d'internement, la politique de la mémoire pratiquée par l'État se développa considérablement par la suite, car cet État se revendiquait absolument antifasciste. Et beaucoup de communistes, et même de Prussiens qui avaient à un moment donné fait partie de l'Orchestre Rouge ou de l'opération Valkyrie, beaucoup furent présents lors de l'élaboration de cette nouvelle république démocratique allemande. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils se consacraient par thème à la résistance et à la libération par l'armée soviétique, qui était une réalité en soi. Les victimes communistes y étaient présentées comme des héros et mis en scène comme le groupe persécuté, je dirais, primaire et l'ennemi le plus important du régime nazi. En traçant une ligne de continuité entre la résistance communiste, la RDA antifasciste, la propagation de la victoire du communisme sur le fascisme fut assurée et le travail de mémoire mis au service de la légitimation de l'État. Pour la petite histoire, cette auto-mise en scène de l'État radia presque complètement tous, je dirais, les autres groupes de victimes, et ainsi, je dirais, que les mécanismes d'action du régime nazi. Alors bien entendu, le capitalisme était présenté comme étant la cause principale du national-socialisme, et pour coupables, les grandes entreprises comme Krups, ou d'autres entreprises qui sous-traitaient dans les camps de concentration, dont aujourd'hui nous en avons les preuves, à la lumière des archives, et les grands propriétaires fonciers se servant de beaucoup de prisonniers dans des camps comme à Dora ou à Sachsenhausen, sous-traitaient ces pauvres bougres. Et ainsi, je dirais, la loyauté de masse était effectivement plus complexe. Alors la population allemande était déchargée de la question de la culpabilité et dans une certaine mesure de sa responsabilité en fonction des choix qu'ils avaient engagés à ce moment-là. Alors l'histoire en fut ainsi considérablement, je dirais, définie, alors, pour certains peut-être un peu déformée, voire même réinterprétée, mais nous sommes en cas d'espèce, effectivement, devant une nouvelle nation dont la théorie politique était diamétralement opposée et ennemie au nazisme, dont on sait pertinemment que les victimes connues et peut-être moins connues ont été dès la première heure, comme Rosa Luxembourg, comme Karl Liebknecht ou d'autres, ont été les premières victimes à s'opposer à la radicalisation d'un nationalisme racial qui allait petit à petit se concrétiser dans le cadre de l'existence du national-socialisme, plus précisément du nazisme au pouvoir incarné par Hitler. Alors en République fédérale, par contre, le refus du passé laissa lentement place à une confrontation publique avec le régime nazi et ses crimes. Un rôle catalyseur fut joué entre autres par une vague de graffitis antisémites dès 1959, le procès ce qu'on appelle entre guillemets des Einsatzgruppen, dit Ulm, en 1958, le procès de Eichmann en Israël en 1961 et le procès de Auschwitz à Francfort en 1963-65, la projection de la série télévision américaine, souvenez-vous, en plusieurs volets de Holocauste, en 1979, ainsi qu'une nouvelle génération innocente et critique. Bientôt se dessina une notion de ce qui avait été largement tu et ignoré, déclenchant une forte critique à l'absence de confrontation avec le passé. Alors la critique publique attira l'attention sur la société du passé et aida peu à peu à rompre l'accord de silence passé avec la génération, je dirais, touchée et ayant vécu ces événements. Alors, au centre des débats naissants se trouvaient les victimes des persécutions nazies et surtout de l'Holocauste,
pour lesquels Auschwitz était devenu un chiffre, tandis qu'au départ, seuls des survivants s'étaient engagés pour maintenir le souvenir des efforts, furent progressivement soutenus par des initiatives isolées, privées, voire même citoyennes. Nous dirons que, cependant, dès la fin des années 70, furent fondés des nombreux, je dirais, ateliers d'histoire qui commencèrent à réaliser un travail de mémoire et de réhabilitation du passé national-socialiste dans les régions respectives de ces fameux Länder, en coopération avec des associations de jeunes, de classes scolaires, des groupes religieux et syndicaux. Ils initièrent un grand nombre de projets de mémoire et de réhabilitation sur les lieux historiques des crimes de l'organisation appelée plus exactement Action Signe d'Expiation. Fondée en 1958, qui fit preuve d'un engagement particulier venant de la base dite grassroots, en tant qu'organisation bénévole, elle s'engagea pour la paix et la réconciliation. À cet effet, elle envoya des jeunes dans des pays touchés par la Seconde Guerre mondiale, où ils travaillaient bénévolement en signe de réconciliation et de paix pour les victimes du nazisme et de la guerre, je dirais, et luttaient contre la xénophobie et l'antisémitisme. Depuis 1967, elle organise des services bénévoles dans le mémorial d'Auschwitz, par exemple. Donc les crimes nazis et la souffrance des victimes furent aussi fortement thématisés dans les domaines de la science, du film, du théâtre, de la littérature, du national-socialisme, et à partir des années 80, on peut considérer qu'il fut accordé une attention croissante aux coupables et aux conditions structurelles du national-socialisme. Ainsi, la complexité des crimes devient de plus en plus évidente, et cela se concrétisa en 1987 dans l'établissement d'une topographie de la terreur qui prit en considération tous les organes principaux de planification et d'exécution des crimes nationaux-socialistes. Dans les années 90, s'ensuivit une exposition sur les crimes de la Wehrmacht, organisation qui jusque-là avait été idéalisée comme rempart contre la SS, par un comportement soi-disant honorable. Les expositions contribuèrent fortement à déconstruire le mythe de la culpabilité attribuée à la seule élite de la SS, donc l'élite nazie. Parallèlement, les réactions montrèrent clairement la persistance des réflexes de rejet face à la confrontation avec la culpabilité et la responsabilité. Dans les années, je dirais, 80-90, le désir de tirer un trait sur le passé se faisant encore ressentir, mais les quelques voix isolées n'avaient plus aucune chance de s'imposer. Alors un tel travail, me direz-vous, de mémoire et de réhabilitation resta pratiquement, je dirais, évident en RDA, puisque l'État s'était construit avant tout contre le nazisme et contre le fascisme, et dès le départ, je dirais, cette doxa collective permit au gouvernement, le premier gouvernement de Walter Ulbricht et de William Pitt, de donner l'image du Parti socialiste unifié, du fameux SED, qui, bien entendu, instrumentalisa le passé dans un but d'éducation socialiste et patriotique, dans une certaine forme, sous un support, je le reconnais, de son idéologie marxiste et léniniste, et des initiatives venant de la base étaient autorisées dans une dynamique de reconnaissance d'un État nouveau dont les pionniers ont été les victimes et les premiers résistants, je dirais, face à la montée de la bête immonde. Bien entendu, c'est seulement, je dirais, dans les chambres populaires de la RDA qu'on mena d'une façon définitive cette, je dirais, rupture à ce que n'a pas su faire la RFA pour différentes raisons,
où il était établi que le nazisme était, je dirais, un élément illégal de propagande ou même de justification dans cet état du peuple. Alors les années 90, bien entendu, connaissons-le, il faut le reconnaître, sont considérées comme la phase culminante de la confrontation publique, durant lesquelles le travail de mémoire augmenta une fois de plus. D'une part, cela venait, bien entendu, du fait qu'entre-temps, une génération pour laquelle ce passé était moins traumatisant constituait la plus grande partie de la population. D'autre part, la fin de la guerre froide et la réunification ouvrirent de nouvelles voies, dont effectivement un retour vers le nationalisme, un recouvrement vers une certaine fonction, et la façon de voir le passé fut libérée de tous les conflits idéologiques, et la chute, je dirais, entre guillemets, du rideau de fer ou du mur de Berlin permettait de poser un regard, je dirais, un peu moins clair sur les crimes nazis, je dirais, à l'Est. Et de plus, la disparition de la RDA, en tant que vis-à-vis contrastant essentiellement identité nationale qui rendait nécessaire la redéfinition de cet nouvel État d'une Allemagne réunie avec une réintroduction de sa capitale historique que fut Berlin, en abandonnant effectivement Bonn comme étant la première capitale de la RFA. C'est à ce moment-là que les mouvements ultranationalistes ont commencé effectivement à, je dirais, voir le jour, et dont le révisionnisme, petit à petit, a commencé à être instrumentalisé pour, encore une fois, redéfinir une nouvelle politique chez certaines instances à l'intérieur de cette nouvelle Allemagne. Alors, effectivement, quand on parle aujourd'hui, par exemple, de l'Holocauste et les victimes juives se trouvaient jusqu'à là, alors, je dirais, au cœur du travail de mémoire ouest-allemand, mais à partir de ce moment-là, les autres groupes victimes de persécution furent davantage perçus. L'évolution s'exprima dans la création de lieux commémoratifs centraux à Berlin. À l'issue de longs débats, le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe fut inauguré en 2005. Le mémorial aux homosexuels persécutés pendant la période nazie suivit en 2008. Le mémorial aux Sinti et aux Roms assassinés d'Europe en 2012. Parallèlement, de nombreuses initiatives, le plus souvent par des citoyens émanant de l'Est, nouvellement allemands, ont exécuté ce que j'appelle des initiatives commémoratives locales aux formes multiples, dire le jour bien entendu, de manière à se souvenir totalement, je dirais, comme par exemple les soi-disant pavés de mémoire cubes en béton, de taille, de pavés de rue, dont la surface supérieure est recouverte d'une plaque de béton. Chaque plaque est gravée au nom, de la date de naissance et de renseignement sur le sort de la personne. Le pavé de mémoire est posé dans la rue, devant le dernier domicile librement choisi. Jusqu'aujourd'hui, 50 000 pavés de mémoire ont été posés dans 1300 endroits en Europe, et le projet a, de plus, été complété par la pose de pavés de mémoire sur les lieux des crimes de masse. Bon. Alors, bien entendu, j'ai essayé de tailler d'une façon objective, car vous le savez que j'ai quand même un petit penchant pour la RDA, mais j'essaye d'être objectif parce que j'estime que sinon ça ne sert plus à rien de pouvoir avoir une analyse globale. Donc avec leur recul,
et la prise de conscience du passé, cela n'a cessé d'augmenter jusqu'à maintenant, il faut être honnête. Les crimes du national-socialisme, communément appelés du nazisme, et leurs victimes entrèrent à part entière dans la culture collective du souvenir de l'identité politique. Le passage du silence à la confrontation avec l'injustice et la culpabilité est considéré aujourd'hui comme un facteur essentiel de la démocratisation de la société allemande dans son ensemble. Néanmoins, le travail de mémoire et de réhabilitation ne représentait et ne représente toujours pas un processus simple et unanime. C'est toujours l'objet de violents débats, la recherche toujours en cours sur le rôle des ministères et des grandes entreprises industrielles et d'autres institutions politiques au nazisme, y compris les continuités dans le service du personnel après 1945, est un exemple courant et éloquent. Ainsi, aujourd'hui encore, le débat sur le passé donne lieu à des controverses quant au bon traitement et à l'interprétation correcte du passé, mais cela fait partie du travail même de mémoire et de réhabilitation. Alors, nous avons également une autre partie, au moment où, dans les années 90, l'Allemagne de l'Est s'effondre. Alors, quelles sont les raisons? Cet audio n'est pas là pour que je puisse l'expliquer. Mais suite à l'effondrement du régime, entre guillemets, du SED, donc du Parti socialiste unifié, et de la réunification des deux États en 1989-90, la société allemande fut confrontée pour la deuxième fois en 50 ans à un processus de transformation profonde et la nécessité de travailler sur un passé commun, alors que le travail sur les conséquences, je dirais, de la Shoah n'était pas encore terminé. Et cela, finalement, favorisait certains à rediscuter des éléments de l'existence, des responsabilités complexes de l'époque du Reich. Alors, cela, bien entendu, a défini des enjeux et des conditions cadres spécifiques, et cela, malheureusement, en cas d'espèce, depuis 1989 à 90, qui est un cas historique exceptionnel, puisque on peut considérer, aujourd'hui, certains historiens et experts traduisent justement comme la réunification serait finalement, au fond, la consommation d'un État sur un autre, avec ce qu'on pourrait considérer une nouvelle Anschluss, et avec les traumatismes que cela peut créer dans les populations qui sont intégrées dans cet nouvel État. Alors effectivement, les conditions cadres dans lesquelles se déroula les différents procès, je dirais totalement différents, puisque la RFA, qui n'avait jamais voulu reconnaître l'existence de la RDA, je dirais, cette conception a amené le puissant à juger des membres d'un autre État existant à une certaine époque et dont les procès allaient être, je dirais, totalement différents. Donc, l'effondrement du gouvernement du SED, donc de la République démocratique allemande, ne se produisait pas suite à une guerre, mais suite à, je dirais, à une révolution définie par les puissants, en accord avec l'URSS du moment, donc Gorbatchev, et en fonction de cela, le travail de mémoire de réhabilitation ne fut pas dirigé ou contrôlé de l'extérieur, mais initié par, je dirais, une certaine population allemande elle-même, qui par ce choc au rapport de la population ouest allemande, qui effectivement trouvait dans des éléments d'irresponsabilité dans le fait d'avoir été à une certaine période sous l'égide du nazisme, et dont la population est-allemande, elle avait bien compris que le nazisme avait été l'élément,
je dirais, fondamentale de la responsabilité allemande, puisque cet État avait été, je dirais, dans ses pionniers, élaboré par ceux qui se sont opposés dès le départ à Adolf Hitler. J'en veux pour preuve Erich Honecker, qui a connu également, qui était le dernier président de la RDA, et qui a connu les camps de concentration nazis. Alors, un fait particulièrement important était que la réunification, d'un point de vue du droit international, était considérée par une pirouette comme l'intégration d'un État. Celle-ci équivalait simplement à une extension de territoire de la République fédérale d'Allemagne, mais ne modifiait pas son statut en tant qu'État. Effectivement, juridiquement, sur le papier, les choses sont tout à fait claires. Par contre, sur la réalité du terrain, les choses sont plus difficiles, plus délicates, plus complexes, car il n'en demeure pas moins que deux États ont vécu pendant près de 40 années, chacun avec sa propre conception et sa propre vision, et dont une génération a été complètement forgée, formée. Alors même si, effectivement, le droit international donne raison sur le papier, et on peut même considérer que cela peut être équivalent, je dirais, de façon topographique à une extension des territoires, on ne dit pas que cela ne modifie pas son statut en tant qu'État au sujet du droit international. La République démocratique allemande sombra corps et bien en tant que sujet de droit international, et les nouveaux Länder furent intégrés à des structures démocratiques de l'État ouest-allemand et alignés sur ces dernières. Or, la RFA ne fit pas comme après 1945, figure de successeurs juridiques ou d'États successeurs. Les droits et obligations furent transmis uniquement à la RFA, car cela était explicitement stipulé dans le traité d'unification, le fameux traité de V, et celui-ci servit ainsi de base juridique essentielle au processus de transformation et au travail de mémoire qui allait suivre. Alors, en présence de ces défis, cela signifiait que la société allemande n'allait pas être doublement confrontée aux conséquences de la guerre et, bien entendu, des éléments qui lui incombent, mais elle n'avait pas de crime de guerre à juger. Le travail de mémoire et de transformation avait été épargné de même, je dirais, que le chaos et les problèmes de l'après-guerre, comme la faim, le manque de l'intégration de millions de réfugiés et d'expatriés. Bien au contraire, elle disposait d'énormes ressources matérielles et immatérielles, et des structures de l'État allemand. L'objectif aussi était clair dès le début. Il s'agissait de l'intégration d'une RDA, je dirais, implosée à une république fédérale moderne, prospère et démocratique. Même si l'intégration s'annonça plus difficile que supposé auparavant, il est possible de parler de conditions idéales pour une confrontation critique avec le passé, par comparaison avec 1945, et au processus de transformation dans les deux États, je dirais les autres États post-communistes. Néanmoins, outre la réflexion critique sur la structure ou la doxa politique du SED, donc du Parti socialiste unifié, le pays se trouva face au défi de la réunification intérieure et de deux sociétés allemandes qui, durant 40 ans de séparation, étaient devenues étrangères, ce qui devint de plus en plus évident. Ne formait pas une communauté de destin liée à un passé commun, bien au contraire. Même dans son analyse du nazisme, la doxa est-allemande et ouest-allemande n'avaient pas du tout la même conception. Et bien au contraire, leur univers divergeait considérablement, car l'Est accusait l'Ouest d'avoir, je dirais, passé sous silence certaines responsabilités de hauts cadres, comme par exemple Reinhard Gehlen, qui fut un des fondateurs des services secrets ouest-allemands, et qui fut un nazi patenté. Ça, c'est pour la petite histoire, puisque d'autres encore
Et puisque même, on va aller plus loin, quand Erich Honecker s'est retrouvé jugé par des, par des juges, il a reconnu certains qui ont été des juges de l'époque du Troisième Reich. Vous voyez où est la position où cela peut aller dans l'ambiguïté la plus totale. Et quand on parle effectivement d'univers divergents, ainsi la société entière devait être confrontée aux expériences de cette dictature du Reich, et dont effectivement la notion et la vision de ces deux populations n'étaient absolument pas le même, et dont, bien entendu, le processus de transformation était empreint d'une grande asymétrie. Pour environ 80%, rien ne changea, tandis que les citoyens de la RDA subirent un changement total dans la vision qu'ils avaient du nazisme, et dans presque tous les domaines de la vie, et dont, effectivement, l'harmonisation avec les valeurs et structures ouest-allemandes s'avéra effectivement un fait hypothétique. Alors, nous avons des différences importantes qui sont à noter par rapport à la période d'après 1945. Premièrement, le processus de mémoire et de transformation après 89-90 connut une popularité, un engouement, un espoir d'une partie de la population qui, après, allait déchanter. Et cela venait effectivement du fait que le SED n'avait pas su à un moment donné se réformer, et Gorbatchev n'avait pas aidé également à cette politique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands de l'Est n'avaient pas réclamé la fin de la RDA, mais seulement des réformes. Il suffit de lire les articles. Je vais même donner un exemple. Quand les médias nous présentent que les bureaux de la Stasi sont attaqués, que les dossiers sont brûlés, jetés par la fenêtre, détruits, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup aujourd'hui d'experts qui ont planché sur les archives savent pertinemment que certains postes de la Stasi ont été pris d'assaut parce que beaucoup y travaillaient et ne voulaient pas y voir leur nom. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle. Bon, bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Alors, des différences sont à noter, et pas des moindres, des différences importantes par rapport à la période après 1945. Premièrement, le processus de mémoire et de transformation après 1980-90 connut une plus grande popularité. Cela venait du fait que le gouvernement du SED, donc du Parti socialiste unifié, n'avait pas fait l'objet d'une acceptation de base de masse semblable à celle du régime nazi au sein de la population. Il faut bien savoir que l'Allemagne a utilisé comme un cache-sexe l'attaque frontale contre la RDA et ses responsables, qui était un État reconnu internationalement, pour finalement gommer un petit peu son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus exactement, bien entendu, son existence à l'époque du Reich. Alors la situation de départ en était donc bien meilleure, non seulement pour le travail, quand je parle de la situation de départ en Allemagne de l'Est, pour le travail de mémoire et la réhabilitation, puisque cette nouvelle Allemagne s'était construite avant tout contre le nazisme et avait pris dès le départ une orientation vers une certaine forme de démocratie. Une très grande majorité d'Allemands de l'Est pas besoin de se convaincre de la supériorité d'un État de droit et démocratique, ce qui, à contrario, de nombreux Allemands, côté ouest, n'étaient pas des démocrates sceptiques, mais qui avaient du mal, effectivement,
dans la reconnaissance et la lecture de ce passé. Deuxièmement, ce qui a été malhonnête de la part de l'Allemagne fédérale triomphante, est la nature et l'ampleur des crimes commis de la RDA, selon elle, et qui, il faut au demeurant le reconnaître, fut nettement différent d'assimiler la RDA dans ses outils, je dirais, de répression à l'égard des responsables, tout comme s'ils avaient été nazis. On pourrait même dire le traitement qui a été infligé à la RDA par l'Ouest est un traitement largement plus élevé, plus prépondérant, que le traitement qui a été fait ensuite sur une certaine complaisance d'acteurs ayant effectivement, à un moment donné, été des responsables sous le Troisième Reich. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la RDA n'avait ni mené une guerre de conquête, ni perpétré, je dirais, un génocide ou périr de millions de victimes. Par contre, leur pouvoir du SED, donc du Parti Socialiste Unifié, avait systématiquement et massivement, je dirais, selon eux, violé les droits de l'homme, et donc cela fut inévitable étant donné que la conception ouest-allemande était diamétralement opposée à la conception est-allemande. Bon, pour des normes également idéologiques. Alors, contrairement au national-socialisme, les victimes étaient ici presque essentiellement de la propre population, même si les crimes n'atteignirent pas le degré du Troisième Reich, parce que, bon, ce qu'on reproche essentiellement à l'Allemagne de l'Est, c'est d'avoir effectivement tué des gens qui traversaient le grillage ou le mur de Berlin. Bon, cela, bien entendu, avait pris une ampleur durant 40 ans de l'existence de la RDA, que leur poursuite pénale représenta un défi de taille. Troisièmement, je dirais que la question de culpabilité après 89-90 ne se posa pas de la même manière qu'après 45. Le cercle de criminels, de complices et de soutien était moins important. La confrontation avec le passé après 89-90 supposa ainsi, pour un groupe de petite taille, par comparaison, une confrontation avec la propre culpabilité politique et morale. De plus, la solidarité de la majorité de la société avec les victimes, je dirais entre guillemets, du gouvernement du SED était plus grande qu'avec les victimes du régime nazi. Ça, c'est une chose qu'il faut préciser. Et souvent, la solidarité venait du bloc de l'Ouest, faisant bien entendu, occultant d'une manière, je dirais, pratiquement même insultante, ce que Reich avait commis. Alors je dirais que ces deux faits facilitaient, ou je dirais même favorisaient le travail sur l'injustice commise. Quatrièmement, il était possible, à la différence de 1945, d'avoir recours à des expériences déjà faites en justice transitionnelle. Ceci présentait un contraste aussi bien négatif que positif. Le premier processus de travail de mémoire et de réhabilitation avait eu une influence non négligeable, contribuant ainsi à ce que le deuxième processus soit mis en œuvre de manière rapide, voire même intense, avec l'intention de ne pas reproduire les mêmes fautes, voire les mêmes erreurs, et de ne pas rester en deçà des efforts déployés à l'époque. Une méthode globalement semblable se développait, poursuite pénale, épuration, réparation, éducation, politique et travail, pour se rappeler ce fameux souvenir. Alors en raison du contexte spécifique, il n'y a pas eu seulement des similitudes dans la méthode, mais aussi des nettes différences par rapport aux mesures d'après-guerre. Ainsi, aucune mesure de rééducation ne fut prise alors que des réhabilitations eurent lieu. Le contraste national-socialisme eut deux autres conséquences de taille. D'une part, au vu de l'ampleur particulière des horreurs du régime nazi, les erreurs ou les crimes pour certains du régime du SED risquaient de se voir, je
je dirais, accentuée afin de minimiser les crimes nazis. D'autre part, la réussite de ce deuxième processus se mesurait à la barre hautement placée des efforts de 1945, ce qui n'engendrait pas toujours la satisfaction. Et n'oublions pas que toutes ces chancelleries étaient muées par un anticommunisme primaire, qui, à coûte que coûte, même à la source d'invention, il était, je dirais, valable dans la mesure que on effaça absolument toute forme, je dirais, de socialisme pour garantir les intérêts qui sont des intérêts plus globaux et dont certaines chancelleries travaillaient. Ensuite, nous en venons à l'analyse critique et les poursuites pénales, l'injustice de la RDA devant le tribunal. La révélation et la poursuite de l'injustice du régime du SED commença très tôt, durant la phase même du bouleversement dès la fin 89. Alors que la RDA existait encore, que finalement beaucoup dans leur esprit masquaient, quelques fonctionnaires haut placés furent emprisonnés ou assignés résidence, à divers niveaux des commissions furent mises en place, en total irrespect des règles qui avaient été établies d'un État indépendant, reconnu internationalement, chargé d'examiner les reproches tels que la fraude électorale, l'abus de pouvoir, la corruption, le trafic d'influence. De nombreuses procédures d'enquête furent aussi ouvertes contre la police et le ministère de la Sécurité d'État pour répression violente des manifestants. Néanmoins, seulement quelques procès purent être clos jusqu'à la réunification. Le plus grand nombre fut remis entre les mains de la justice allemande fédérale, à laquelle revint la responsabilité de punir les injustices de 40 ans de dictature des SED. Ce qui pose problème, c'est que cet État était un État indépendant, un État qui avait sa propre structure, avec ses propres responsables. Comment un autre État peut, par miracle de ce qui lui a été dépeint, dessiné et favorisé, peut se permettre de juger un État qui a été, je dirais, internationalement reconnu, et de traduire tous ces responsables devant les tribunaux. Au nom de quoi, au nom de qui? Ce qui pose problème au niveau juridique. Ensuite, comme déjà en 1945, à venir à bout des injustices du système d'un État totalitaire avec les moyens d'un État de droit, représentant un défi considérable. Et cela tenait du côté de la dimension et la diversité des injustices. Or, même si la RFA ne commettait pas de crimes manifestes à l'égard de la population, la RFA a contribué également à beaucoup, je dirais, de manipulations et d'interventions dans d'autres structures. Alors que l'État, quand elle se met à condamner un autre État, cela pose problème au niveau en droit. Maintenant, est-ce que finalement les crimes devant être sectionnés allaient des meurtres et autres actes de violence commis à la frontière inter-allemande, prévarication, infraction, en passant par le mauvais traitement des détenus, les dénonciations, jusqu'à la fraude électorale, les abus, enfin, la corruption, les autres délits économiques, l'espionnage, le dopage. On ne parlait que de ce qui a été reconnu. Alors, de l'autre côté, aux dispositions concernant la base juridique de la poursuite pénale comme régie par traité d'unification et de loi consécutive, tenant compte du principe de non-rétroactivité, c'est là le problème, non-rétroactivité ancrée dans la Constitution allemande. Il fut renoncé à mettre en place un droit pénal spécial rétroactif, comme par exemple durant le procès de Nuremberg après 1945. Par contre, il faut le préciser, il fut décidé que les actes devaient être punis en vertu du droit en vigueur au moment de l'infraction, soit en vertu, je dirais, du droit de la RDA. Et uniquement sur ces actes sont également passibles d'une peine selon le droit du RFA. Donc comment le droit de la RFA peut juger des responsables qui sont sous le potentat d'un droit différent? La RDA avait son propre droit. Et donc, par quelle lubie de l'histoire, le droit de la RFA, qui est désormais en vigueur, peut juger un droit qui a existé dans un État souverain? Alors,
Dans le cas où le droit de la RFA serait moins sévère, c'est ce dernier qui doit, selon eux, trouver l'application au lieu du droit de la RDA. La justice fédérale allemande se vit confrontée à la situation suivante. Il faut savoir qu'elle était autorisée sur la base du crime commis un grand nombre d'actes contraires à l'état de droit, mais surtout punissable en vertu du droit de la RDA, et où le caractère punissable était plus douteux. À cela, finalement, au fond, s'ajouta le fait que la justice se voyait obligée, pour ne pas enfreindre le principe de non-rétroactivité, non seulement d'appliquer formellement les lois de la RDA, mais aussi de tenir compte de la pratique d'interprétation de l'époque. Cela compliquait énormément la poursuite pénale. C'est pour ça que je pense que la réunification, même si dans son hystérie, je dirais, de sensibilisation et son hystérie sentimentale, a été un véritable problème au niveau juridique. Et elle le reste encore aujourd'hui. Beaucoup, je dirais, d'illégalités ont été commises étant donné que il y avait une absence juridique concernant ce fait tout à fait nouveau. Et de nombreuses infractions, de nombreuses illégalités, même dans le cadre des baux, c'est-à-dire dans le cadre de l'immobilier, dans le cadre aussi de la restitution et de la reconsidération d'un État qu'on aurait gommé historiquement n'ayant pas existé à partir de 1949, pardon. Cela pose énormément de problèmes puisque cet État a existé, des gens se sont réalisés, certains sont morts, d'autres ont fait carrière. Bref, cet État a existé. Et à cet effet, on peut considérer qu'à partir de mars 1993, que les délais de prescription n'ayant pas été sanctionnés en RDA pour des raisons politiques avaient été suspendus et recommençaient à courir depuis le 3 octobre 1990. 4 ans plus tard, la loi allemande sur les prescriptions stipula en complément que la prescription pour des cas moyenne criminalité ne pouvait intervenir, je dirais, avant le 3 octobre 2000. Alors, malgré de nombreux obstacles, la justice fédérale allemande fit preuve d'une volonté, je dirais, de bricolage par rapport, je dirais, aux lois elle prit des lois, elle prit des libertés dans les lois, et on peut même dire qu'elle fit preuve d'une volonté bien supérieure par rapport à celle montrée lors du traitement des crimes nazis après 1945. Et cela, bien entendu, sous la complicité des chancelleries occidentales. Et cela vint, entre autres faits, que le remplacement des élites dans le domaine de la justice après 1990 était effectué en profondeur, et ainsi que les fonctionnaires de justice, en majorité non coupables, devaient être jugés, donc ce qui est complètement aberrant, et cela se manifesta dans un travail d'enquête systématique. Rapidement, mise en place notamment dans un grand nombre d'enquêtes ouvertes sur la prévarication par la justice, sur 52 000 procédures d'enquête ouvertes en 1995, presque la moitié se consacrait à des crimes complexes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que selon le droit de la RDA, le chef d'accusation de la prévarication était donné si une décision contraire à la loi avait été prise en toute connaissance de cause. Pour une poursuite judiciaire, il s'agissait de prouver, d'une part, la non-conformité à la loi rendue par le tribunal et, d'autre part, le caractère intentionnel de l'acte. Afin, bien entendu, je dirais, de ne pas violer le principe de non-rétroactivité, on en revient encore, ce fameux principe de non-rétroactivité par une application erronée du droit pénal de la RDA. Bon, la Cour fédérale de justice décida par ailleurs qu'il ne fallait pas qualifier chaque application erronée de la justice de la RDA de prévarication, mais seulement les cas dans lesquels l'illégalité de la décision était particulièrement évidente et dans lesquels notamment le droit tierce, ce qu'on pourrait appeler plus communément le droit de tierce personne,
essentiellement les droits de l'homme avaient été violés, si gravement que la décision apparaissait comme acte de libre arbitre. Les possibilités de sanctionner la prévarication, je dirais, étaient très limitées. De plus, comme le chef d'accusation objectif, mais surtout le côté subjectif de l'acte était difficile à prouver, la situation de départ pour les condamnations se dégrada considérablement, je dirais de façon immense, et des aveux d'accusés, je dirais, étaient extrêmement rares, si bien qu'il était nécessaire de rechercher systématiquement des renseignements et des preuves dans d'incroyables quantités de documents, comme les dossiers de procès ou les fameux dossiers de la Stasi. Les capacités en personnel étaient inéluctablement insuffisantes, si bien que les enquêtes s'étiraient très souvent en longueur. Et je dirais même que dans de nombreux cas, les preuves ne pouvaient être fournies, en raison de la destruction des dossiers, également des interlocuteurs, dont les informations, les témoignages étaient, je dirais, douteux, la non-exploitation de fonds d'archives et le manque de renseignements, si bien qu'un grand nombre de procédures d'enquête ont dû être suspendues pour ne pas arriver à l'arbitraire permanent. Alors, ces procès intentés pour ce que j'appelle prévarication représentaient certes, avec, je dirais, leur 36,6%, le plus important complexe de traitement pénal passé, mais le nombre absolu de 374 procès était relativement modéré. Si l'on considère, je dirais, la quantité de procès politiques en RDA, ainsi que les procédures d'enquête entamées, cela montre une grande partie des torts de la justice ouest-allemande. Maintenant, un autre point essentiel de la poursuite pénale fut le meurtre des fugitifs de la RDA. Tout à l'heure, les gens qui traversaient la frontière, auquel se consacrait le procès des dits gardes-frontières, Meyer Schürzenprozess. Et le nombre de personnes assassinées à la frontière par les armes, les mines ou les dispositifs de tir à déclenchement automatique est très controversé. Les estimations les plus, je dirais, récentes comptent 1000 victimes. Bien que le meurtre soit par principe punissable, selon le droit de la RDA, il n'était pas sûr que les actes des gardes frontières puissent être sanctionnés, étant donné qu'ils étaient les fonctionnaires d'un État et qu'ils n'obéissaient qu'aux ordres, et surtout protégeaient une frontière. Ils n'avaient pas une volonté idéologique de tirer sur les gens. Ce n'est que l'obéissance à respecter les frontières dans un cadre de guerre froide. En effet, la question se posait car les gardes frontières agissaient selon des règlements, des ordres internes depuis, je dirais, 1982, selon la loi relative aux frontières. Et celle-ci obligeait les soldats à faire usage de leurs armes, et si cela était nécessaire, pour empêcher des personnes de commettre des crimes de franchissement illégal de la frontière. L'usage d'armes excessif était aussi théoriquement punissable selon le droit de la RDA, mais il n'était jamais sanctionné pénalement dans la pratique. Mais au contraire, tout empêchement à une tentative de fuite de la République était, je dirais, le plus souvent récompensé. Il se pose donc la question de savoir si ces ordres et lois représentaient une raison légitime excluant l'infraction. Et dans le cadre des premiers procès, je dirais ce gouvernement, lapsus simplement révélateur, les tribunaux décidèrent que les lois relatives aux frontières n'offraient aucune raison légitime. C'est une blague nationale. Vous voyez, encore une fois, face à des événements qu'on ne sait pas gérer, on a tendance à appliquer une justice expéditrice et bricolée. Alors ces droits sont stipulés dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le fameux PIDCP, que la RDA avait signé dans les années 70. Alors la RDA était contrainte à respecter les règles, pendant que la RFA n'était pas contrainte à les respecter elle-même. Bon. Aujourd'hui, nous pouvons savoir que finalement, au fond, l'infraction des gardes frontières
ne peuvent pas être imputés puisque de meurtre, puisque finalement, ils n'ont agi que dans le cadre d'un État ayant des frontières tout à fait respectées, et encore une fois, dans le cadre de la guerre froide. Alors revenons par exemple au sujet des crimes nazis. Le régime des frontières est une injustice de l'État extrême, si bien qu'une raison légitime s'y reposant est négligeable, les tribunaux n'y voyaient pas une violation du principe de non-réactivité, mais seulement un ajournement en faveur du rétablissement d'une justice matérielle. La Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg confirma également la jurisprudence du printemps 2001. Alors je ne vais pas m'éterniser sur la analyser, bien que je pourrais le faire, sur la responsabilité de chaque fonctionnaire ayant pour responsabilité la garantie de la légitimation de son propre État, mais je voudrais, pour revenir finalement au fond à tout cela, je pense que la RFA, qui a énormément de mal à dénazifier, pour des raisons que je viens d'invoquer, et également dans la position où à un moment donné, pour sa propre construction, a été obligé d'utiliser les anciens nazis, puisque le nouveau combat était l'anticommunisme. N'hésitons pas à déclarer que d'autres pays, que je ne nommerai pas, ont également récupéré ou réintroduit des anciens nazis. Il y avait les bons nazis et il y avait les mauvais nazis. Je m'explique, il y avait les nazis qui étaient utiles pour la technologie et pour le renseignement, et il y avait les mauvais nazis qui étaient somme toute des idéologues, et que cela finalement pouvait être, je dirais, pendu. Que ni, je considère que, quel que soit le critère intellectuel, les capacités d'un criminel, cela reste un criminel. Bien entendu, le traitement doit lui être appliqué. Voilà, bon, ben, je ne vais pas aller plus loin, je pense que cela appelle beaucoup de réflexion sur ce caractère qui, encore aujourd'hui, a énormément de soucis au niveau des experts. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine